Salut à tous. Je voudrais juste prendre un moment pour vous demander de vous abonner. Likez, commentez, partagez et boostez la vidéo en cliquant sur le bouton booster. Cela me ferait très plaisir. Je vous remercie. Maintenant, on peut commencer. La nuit tranquille dans le quartier s'installe sur la petite boutique de udon de Bakeden. À l'intérieur, une cliente régulière, Sharon Uni, rêve de s'échapper dans un nouvel appartement dont elle a entendu parler. Ses amis la ramènent rapidement sur Terre, lui demandant franchement comment elle pourrait jamais se qualifier ou se le permettre. L'une d'elles la gronde, lui demandant où tout son argent disparaît et lui suggérant de mieux tenir ses comptes. Ignorant les mots durs mais familiers, Sharon appelle simplement Bakeden pour une autre bouteille de soju. Bakeden le livre fidèlement, témoin silencieux de leur conversation. L'ami de Sharon, ivre, tourne ses mots durs contre Bakeden. Elle remarque froidement que si Bakeden prenait simplement le chemin facile, elle n'aurait pas à lutter. Bien qu'une autre amie essaie de l'arrêter, la femme continue avec des commentaires grossiers sur l'apparence de Bakeden. Elle se moque en disant qu'une fille avec son apparence pourrait faire fortune dans la vie nocturne du quartier si elle n'était pas si fière. La femme insulte ensuite Bakeden pour agir avec tant de fierté en vendant Chiperdon. Bakeden reste là, supportant silencieusement l'assaut verbal. Les remarques grossières de la femme ivre continuent, spéculant sur le corps de Bakeden de manière dégradante. Son ami la coupe rapidement, la réprimandant de parler comme les idiots du quartier. Soudainement pleine de remords, la femme ivre s'affaisse sur la table, se demandant à voix haute pourquoi Bakeden lutte si stupidement. Tout au long de tout cela, Bakeden sourit faiblement, leur assurant que tout va bien. Alors que les femmes partent enfin, elles sont choquées d'apprendre que Bakeden a une réservation de groupe pour la nuit suivante. Il rit, suggérant qu'elle appelle son ami Yunga à l'aide, mais Baktan dit tranquillement qu'elle se débrouillera seule. Un magasin solitaire, les mots durs de la femme ivre résonnent encore dans les pensées de Baktan. Elle se demande quand elle quittera enfin cette vie à vendre des udons bon marché, admettant à elle-même qu'elle veut désespérément s'échapper. Un souvenir douloureux refait surface, celui de sa mère faisant une supplication désespérée, avertissant sa fille de ne jamais se retrouver piégée là-bas. Sa mère lui avait conseillé de ramper si elle devait le faire, juste pour mourir ailleurs. Mais Bakeden connaît la sinistre vérité. Sa mère ne s'est jamais échappée non plus, rencontrant sa propre fin dans cette même ruelle. Dans sa petite chambre, Bakeden compte son argent durement gagné. Elle a gratté un écrasant 15 millions, une dette contractée pour ouvrir son magasin. Mais elle y est presque. Elle pense que si elle peut simplement rembourser le capital, les horribles intérêts cesseront enfin. Après cela, son véritable rêve peut commencer, économiser pour les frais de scolarité à l'université. Le lendemain, elle retourne à la routine. Marchant à travers un marché animé. Avec un sac plein d'anchois et d'oignons verts, elle se prépare pour une autre longue journée de travail. En marchant et en pensant à acheter des gâteaux de poisson, Bakeden est arrêtée net par une voiture noire coûteuse. Elle le reconnaît comme le type de voiture dont son ami Yunga a toujours rêvé, se demandant ce qu'un véhicule aussi chic fait dans son quartier. À l'intérieur, un homme jette négligemment une cigarette allumée par sa fenêtre. Il atterrit directement sur sa jambe, et elle pousse un cri de douleur et de surprise. L'homme observe depuis son siège de conducteur, son expression indifférente à sa réaction alors qu'elle fixe le soudain et douloureux Marc. L'homme sort de la voiture, un sourire narquois aux lèvres alors qu'il présente des excuses paresseuses. Au lieu de montrer de l'inquiétude, Jang Musin blâme Bakeden d'être sur le chemin de son véhicule. Stupéfaite par son arrogance, elle lui demande ce qu'il vient de dire. Il lui demande calmement si elle a un problème avec lui. Enflammé, Bakeden lui dit qu'il a failli frapper quelqu'un. Imperturbable, Musen rejette sa colère, demandant avec désinvolture si elle a été blessée. Énervée, elle exige que s'il va s'excuser, il le fasse au moins correctement. Refusant d'être intimidée, Bakeden ramasse la cigarette qu'il lui a lancée. Elle déclare que les déchets appartiennent à une poubelle avant de les renvoyer avec défi dans son véhicule de luxe. Marmonnant à voix basse sur son culot, elle s'éloigne en furie, le laissant gérer son propre désordre.
Muzen la regarde simplement partir, un sourire amusé se répandant sur son visage. Il semble plus intrigué qu'irrité par son esprit ardent, la comparant à une fleur. Juste à ce moment-là, son manager, Monsieur Yang, arrive et l'appelle le jeune maître. Monsieur Yang informe Muzen qu'il a inspecté la zone et organisé une réunion. Muzen le coupe, déjà au courant de son plan de 22 heures pour visiter le magasin de nouilles. Il passe ensuite discrètement à son manager une pile de cartes de visite, lui ordonnant de les remettre au cadre derrière le dos du président. Plus tard, à son magasin, Bakedin se prépare pour une réservation de groupe important. Lorsqu'un client entre, elle dit qu'ils sont complets en raison d'une réservation. L'homme répond calmement qu'il est ici pour cette même réservation, ce qui la fait lever les yeux avec surprise. Bakedin se fige, réalisant que l'homme avec la réservation est le même arrogant imbécile de la rue. Jang Muzen confirme que c'est lui avec un sourire suffisant, taquinant qu'il avait pris la propriétaire ardente pour une fleur. Stupéfaite, elle demande des nouvelles de la grande fête. Muzen jette un coup d'œil à son menu simple et se moque de son prix bas. Insultant son manager, fatigué par son attitude condescendante, Bakedin propose d'annuler la réservation. Mais Muzen la rejette facilement, déclarant qu'on ne peut pas vivre uniquement de nourriture raffinée, la laissant furieuse. Jang Muzen se penche en avant, sa voix basse alors qu'il demande son prix. Il enchaîne l'insulte en demandant si elle est bon marché, tout comme ses udons. Bakedin tressaille, complètement abasourdi et humilié par ses paroles. Avant qu'elle ne puisse réagir, la porte s'ouvre et son ami Yunga entre. Appelant son nom. Il a entendu parler de la grande réservation du client et est venu aider, mais il s'arrête immédiatement, confus par l'impasse tendue. Imperturbable, il observe simplement le nouvel arrivant avec un regard froid et calculateur. Secouant l'insulte, Bakedin force un sourire pour Yunga, l'accueillant pour l'aider. Elle se retourne vers Misen, disant professionnellement au client de s'asseoir pour qu'elle puisse commencer les nouilles. Alors que Yunga se prépare à portionner le kimchi, la porte s'ouvre soudainement. C'est Monsieur Yang, menant toute une équipe d'hommes en costume dans le petit magasin du don. En voyant Muzen déjà assis à la table, tout le groupe se fige et s'incline profondément par respect, laissant Yunga complètement stupéfaite par cette démonstration inattendue d'autorité. Indifférent à la foule soudaine, Muzen dit à ses hommes de s'asseoir tranquillement. Il se tourne ensuite vers Monsieur Yang avec un sourire en coin et pose une question directe. Cet endroit a-t-il été choisi pour les udons ou pour le propriétaire? Complètement déconcerté, Monsieur Yang commence à admettre que la silhouette impressionnante de Bakedin était en effet une raison majeure de son choix. Alors que Bakedin est contraint d'entendre cette conversation humiliante, un flashback montre d'autres employés en train de rire à ce sujet. Le sourire de Muzen s'élargit. Il savait clairement la réponse et prenait plaisir à mettre son manager dans l'embarras. Bouillonnant de rage à cause des remarques humiliantes, la main de Bakedin tremble alors qu'elle serre son ustensile. Elle jette un coup d'œil par-dessus son épaule, complètement déconcertée, pour voir Yunga avec un air complètement abattu. Sa confession sincère, sa promesse de l'aimer, de l'épouser et de la protéger, lui revient en mémoire, rendant le moment présent encore plus douloureux. Soudain, Muzen appelle le nom de Yunga, faisant sursauter le jeune homme. Épuisé, Bakedin crie à Yunga de commencer à servir. D'effet, il place silencieusement les udons devant Muzen, lui disant de profiter du repas. Essayant de sauver la situation, Monsieur Yang encourage son patron à goûter la nourriture, mentionnant que les udons ne sont pas mauvais. Muzen se contente de sourire en coin, prend ses baguettes et prend une bouchée. De loin, Bakedin l'observe, ressentant une étrange nervosité s'installer. Après un moment de réflexion, Muzen soulève le bol et boit le bouillon directement dedans. Il repose ensuite le bol, jette un regard perçant à Yunga et l'appelle larbin. Le jeune homme sursaute, complètement abasourdi par l'appel froid et soudain du directeur. Avec un sourire en coin, Muzen ordonne à Yunga d'apporter un autre bol, remettant le jeune homme à sa place. Yunga ne peut que grincer des dents et obéir. Bientôt, le magasin silencieux est rempli de subordonnés de Muzen, tous louant bruyamment la nourriture. Après le repas, Muzen renvoie toute son équipe, y compris son manager, Monsieur Yang. Il rejette brusquement l'offre d'un chauffeur désigné, disant à tout le monde de partir sans lui. Seul dans le restaurant,
Il allume une cigarette, son regard fixé sur Bakdin alors qu'elle travaille dans la cuisine, visiblement pas encore fini avec elle. Avec un regard calculé, Jang Musin appelle un jeune homme méfiant. Il lance un jeu de clés de voiture, disant à l'homme plus jeune de conduire avec désinvolture. La mâchoire de Young-ga tombe lorsqu'il voit le logo. C'est de Maserati. Bakeden appelle son nom avec incrédulité, mais Young-ga balbutie qu'un client demande une faveur. Sentant qu'il n'a pas le choix, il promet de revenir tout de suite et se précipite dehors. Laissé seul avec Bakeden, Musin sourit et laisse échapper un léger rire, complètement satisfait que son petit plan ait fonctionné. Jang Musin expire lentement un nuage de fumée, complètement à l'aise. Un Bakdin furieux s'approche en marchant, lui ordonnant d'éteindre immédiatement la cigarette. Il sourit en expliquant que l'alcool lui donne envie de deux choses, des cigarettes et un certain type de compagnie. Impressionné, Shir rétorque que le quartier a plein d'établissements pour les hommes avec ses intérêts. Mais Musin se penche plus près, sa voix basse. Il dit que même s'il y allait, il ne trouverait pas de fleurs aussi belles qu'elle. Laissant Bakeden stupéfait par son audacieux compliment. Jang Musin éteint calmement sa cigarette dans une serviette, la mettant hors. Il se penche plus près, demandant si Young-ga est la raison pour laquelle elle lui résiste. Il insulte l'apparence et le statut du jeune homme, disant qu'il serait déçu de son goût. Musin fait ensuite une suggestion grossière sur les qualités cachées de Young-ga, se demandant si c'est cela qui l'attire. Il déclare avec assurance qu'elle ne trouvera personne à la hauteur et lui demande si elle veut les comparer. Déconcerté, Bakeden le nie. Et exige qu'il paie la facture de 168 001 et parte. Jang Musin sourit pour lui-même, trouvant la résistance de Bakdin agaçante. Il admet que ses intentions sont simples. Il veut sa compagnie pour la nuit et se demande comment la convaincre enfin de céder. Sortant une épaisse liasse de billets de son portefeuille, il s'approche d'elle de manière inconfortable. Au lieu de simplement payer la note, il tend l'argent comme une proposition claire. Il se penche en avant, demandant si elle préfère être payée en espèces plutôt qu'avec une carte. Bakdin le fixe, les yeux écarquillés de choc devant son offre insultante. Ignorant ses demandes, Jang Musin se penche soudainement, son visage à quelques centimètres du sien. Bakdin reste figé, complètement stupéfait par son audace. Mais au lieu d'aller plus loin, il se retire et laisse une énorme liasse de billets sur le comptoir. Il lui dit de garder la monnaie pour les udons, complimentant le repas avant de se retourner pour partir tranquillement. Bouche bée, Bakdin fixe l'argent. Se demandant à voix haute si c'est sa méthode habituelle pour aborder les femmes. De l'embrasure de la porte, Musin sourit en coin. Il précise qu'il n'est pas intéressé à la courtiser, mais à un arrangement beaucoup plus décontracté. Après le départ de Jang Musin, Bakeden reste furieuse au comptoir, serrant l'argent qu'il a jeté. Elle l'appelle un arrogant imbécile, supposant que sa richesse n'a pas été acquise honnêtement. Décidant qu'elle pourrait aussi bien utiliser son argent douteux pour rembourser ses dettes, elle passe en revue tous ses défauts. Mais sa colère faiblit lorsqu'elle se souvient de lui se penchant près d'elle. Elle s'était préparée à l'odeur de cigarette rance. Au lieu de cela, elle se souvient de l'odeur agréablement surprenante du cuir fumé et ce souvenir lui fait rougir légèrement les joues. Après une autre nuit épuisante, Bakdin s'étire, désespéré de finir le nettoyage pour enfin pouvoir dormir. Le lendemain, elle marche avec détermination vers un bâtiment délabré, serrant une boîte en fer blanc remplie de son argent durement gagné. Elle a enfin économisé les 1500 cents nécessaires pour le principal de sa dette. Debout devant le prêteur sur gage, elle ressent une immense vague de soulagement, croyant que son cauchemar est terminé. Elle tend la main vers la poignée de la porte, prête à entrer dans sa nouvelle vie, mais quelque chose la fige sur place. Elle reste là, complètement confuse. Bakeden se demande si le magasin est fermé pour la journée. Elle secoue la poignée de la porte, mais elle ne bouge pas. Une panique glaciale commence à s'installer alors qu'elle secoue la poignée, ses coups devenant de plus en plus frénétiques. Elle crie pour appeler le propriétaire, annonçant qu'elle est enfin là pour rembourser sa dette. La réalisation se lit sur son visage. Aujourd'hui, c'est la date limite. Si elle manque ce paiement, les intérêts monstrueux s'accumuleront à nouveau, la piégeant complètement. Ses supplications désespérées restent sans réponse, et elle s'effondre contre la porte,
tout espoir s'évanouissant. La voix d'un homme perce son panique, lui disant de rentrer chez elle. Bacdon lève les yeux, confuse, et exige de savoir pourquoi le propriétaire ne veut pas ouvrir la porte alors qu'elle a l'argent. L'homme dit simplement qu'ils sont fermés. Il pose ensuite une question cruelle. Pourquoi abandonnerait-il jamais une vache à lait qui paie des intérêts si régulièrement? Il révèle que les règles ont changé. Le patron veut maintenant 3000 pour effacer toute la dette. Il se penche en avant, lui donnant un délai de 2 mois pour fournir la somme impossible, laissant Baked complètement brisé. La demande de 3000 en seulement 2 mois pèse lourdement sur Bakedine. De retour à son magasin du don, elle nettoie. Son esprit courant à travers des scénarios impossibles. Les maigres ventes d'aujourd'hui sont un cruel rappel de sa réalité. Il lui a fallu une éternité pour économiser 1500 $, et maintenant elle doit somehow doubler cette somme. Alors qu'elle travaille, la porte s'ouvre. C'est son ami, Yunga. Bakedin lui dit qu'ils sont fermés, mais il répond qu'il n'est pas là pour les udons. Il a quelque chose d'important à lui dire, mentionnant une femme nommée Sharon. Yunga révèle que Sharon lui a avoué ses sentiments. Bakedin soupire simplement, admettant qu'elle le savait depuis un moment. Cette réaction calme semble mettre Yungo en colère. Il n'arrive pas à croire qu'elle le savait et lui demande si elle est vraiment d'accord avec le fait qu'il sorte avec Sharon. Sa frustration éclate soudainement et il saisit fermement Baked par le poignet. Il lui dit qu'il est le meilleur gars du coin et qu'elle le regrettera si jamais il choisit quelqu'un d'autre. Il se penche en avant, lui disant agressivement que c'est sa dernière chance, laissant Baked complètement choqué par ce changement soudain. Yungo promet audacieusement de donner à Baked une bonne vie, mais elle se contente de ricaner. Une belle vie avec lui. Dans cette ruelle misérable? C'est une idée ridicule. En le repoussant, elle lui dit d'aller être avec Sharon et de vivre heureux. Cela déclenche une réponse désagréable de Yunga, qui insulte cruellement le métier de Sharon. Le bruit sec d'une gifle résonne dans l'air. Furieux, il lui rappelle qu'il avait promis de protéger la femme avec qui il était. Elle exige de savoir s'il ne l'apprécie que parce qu'elle mène une vie différente, laissant Yunga complètement abasourdi. Le visage de Yunga se tord de ressentiment. Il demande cruellement qui voudrait de quelqu'un avec la profession de Sharon, puis se retourne contre Bakeden. Il lui dit d'arrêter de faire la fière, lui rappelant qu'ils viennent tous les deux de la même ruelle misérable. Il insiste sur le fait qu'il est son seul véritable choix et qu'elle le regrettera quand elle sera plus âgée. Après qu'il l'a laissé réfléchir, le barrage émotionnel finit par céder. Bakeden s'effondre, hurlant de désespoir alors que le poids écrasant de sa réalité et de sa dette imminente la submerge complètement. Les mots cruels de Yunga flottent dans l'air alors qu'il se demande qui voudrait jamais d'une femme de la vie nocturne de la ville. Il crie de frustration, demandant pourquoi tout le monde lui fait ça. Après qu'il soit parti en furie, Bakdun s'effondre finalement, son corps secoué par des sanglots incontrôlables. Alors qu'elle est perdue dans son désespoir, une main touche doucement ses cheveux. Elle lève les yeux à travers ses larmes pour voir Jang Mujin tendant un mouchoir. Avec un léger sourire, il admet qu'il est passé parce qu'il avait manqué le patron du magasin du don. Baktan accepte le mouchoir et essuie ses larmes. Bien que le magasin soit fermé, elle lui propose quand même de lui préparer un bol de udon. Une fois que Chéri retrouve son calme, elle promet de nettoyer et de rendre le mouchoir. Un sourire se dessine sur le visage de Musan alors qu'il répond qu'il aime l'idée qu'elle propose de le nettoyer pour lui. Le sens caché de ces mots fait rougir Baktan. Elle balbutie, demandant ce qu'il veut dire par là, tandis qu'il tend calmement une main vers elle. Au lieu de prendre le mouchoir, Musin tire soudainement Baktan vers l'avant, la faisant trébucher directement sur ses genoux. Surprise, elle exige de savoir ce qu'il fait. Avec un sourire confiant, Musin suggère qu'elle pourrait avoir besoin d'une distraction pour oublier ses soucis. Il murmure ensuite qu'il est très confiant dans sa capacité à la faire se sentir bien. Avant qu'elle ne puisse pleinement comprendre ses paroles audacieuses, il se penche plus près, rendant ses intentions parfaitement claires. Quoi qu'il arrive ensuite, il semble que Baktan ait trouvé une manière très différente d'oublier sa douleur pour la nuit. Alors qu'elle s'assoit sur ses genoux, Bakeden remarque son odeur. C'est propre et étranger, confirmant qu'il n'appartient pas à son monde. Ses pensées s'enroulent dans une vision sombre de son avenir,
coincé dans cette ruelle, épousant Yoonga ou quelqu'un de pire et élevant une fille dans la même vie sans issue. La résignation se transforme en une lueur de défi. Si cet avenir sombre est sa seule option, alors elle décide qu'elle mérite un petit goût du monde extérieur. S'appuyant en arrière, elle lui permet de se rapprocher, acceptant cet échappatoire temporaire à sa réalité. Avec sa décision prise, Jang Musin ne voit aucun mal à ce qu'il s'apprête à faire. Il guide doucement Baekdong plus près, son regard intense fixé sur le sien. Ses mains se pressent contre sa poitrine, mais il n'y a pas de réelle résistance. Juste au moment où leur moment intense est sur le point de se dérouler, l'ambiance est brisée. L'ami de Baekdong, Yoonga, entre dans le magasin en demandant joyeusement des udons. Pris complètement au dépourvu, Baekdong pousse instinctivement Musin, les envoyant tous les deux s'écraser au sol. Yoonga se fige, stupéfaite par la scène maladroite. Irrité par l'interruption, Musin lance un regard noir à l'intrus et lui dit sèchement de déguerpir. Intimidé, Yoonga disparaît instantanément. Alors que Musin se lève, il éteint les lumières avec nonchalance, mais une autre voix appelle le patron, révélant son propre manager se tenant dans l'embrasure de la porte. Sans plus de patience, Jang Musin déclare qu'il est pressé. D'un geste rapide, il pousse Baked en arrière, la plaquant contre une table. Elle est complètement abasourdie, à peine capable de se demander ce qui se passe. Il se contente de sourire, lui disant de ne pas se choquer pour chaque petite chose. Sans attendre de réponse, il se penche en avant, rendant ses intentions parfaitement claires. La scène se déplace au lendemain matin, où une nouvelle intimité silencieuse s'est installée entre eux. Alors que Bakeden se réveille, elle trouve Misen déjà debout, feuilletant tranquillement l'un de ses cahiers de travail. Elle lui dit d'éteindre sa cigarette. Et après un bref échange sur l'absence de cendrier, il se conforme. Musin demande alors si elle a résolu tous les livres. Bakeden révèle discrètement sa réalité. Elle ne peut pas se permettre des neufs, alors elle étudie à partir de cahiers d'exercices que d'autres ont déjà utilisés et jetés. Cette confession simple et honnête prend clairement Musin par surprise. Sans sinisgaz, Bakeden misserait disconcerne fort Pity. Elle lui dit que s'il l'a plein temps, il devrait simplement lui acheter de nouveaux cahiers d'exercice. Musin nie son accusation mais accepte de les acheter quand même, puis demande ce qu'elle fera après les avoir résolus. La question sincère sur son avenir la déstabilise. Submergée, elle lui dit brusquement que leur temps est écoulé et qu'il peut partir. Plus tard, au magasin, elle entend ses amis discuter de la façon dont le pharmacien local a soudainement vendu ses terres, soi-disant convaincu par un jeune patron puissant. Alors que les mots de ses amis résonnent dans son esprit, Bakeden lève les yeux et se demande s'il parle de Musin. La pensée est rapidement mise de côté par la ruée du soir dans son magasin du don. Après une longue journée, elle s'assoit enfin pour compter ses maigres gains. La petite pile de billets est un cruel rappel de sa gigantesque dette de 30 millions de wons, la laissant complètement désespérée. Il semble que sa réalité ne changera jamais. Soudain, son ami Yoonga fait irruption dans la pièce en panique, en criant son nom. Yoonga apparaît, son expression remplie de rage. Il confronte immédiatement Bakeden, exigeant de savoir si elle a passé la nuit avec Musin. Complètement prise au dépourvu, Bakeden demande de quoi il parle. Yoonga lui saisit le bras avec force, insistant sur le fait que la nouvelle fille de la taverne locale a tout vu. Il continue à la presser, demandant si elle et Musin sont en couple. Bakeden le nie rapidement, mais quand il demande une autre explication, elle hésite. Elle détourne le regard, incapable de finir sa phrase, laissant la véritable nature de leur connexion en suspens. Bakeden essaie d'expliquer qu'ils ont simplement passé la nuit ensemble, mais ces mots ne font qu'attiser la fureur de Yoonga. Il la pousse violemment en arrière, la faisant s'écraser sur une table tandis que les bols se répandent sur le sol. La maintenant au sol, il l'accuse de se vendre à Musin pour de l'argent. Bakeden lutte, lui disant d'arrêter, mais il refuse de l'écouter. Il se moque de l'idée que Musin change de vie. Se penchant en avant, sa voix se brise de désespoir alors qu'il demande pourquoi cela n'aurait pas pu être lui. Soudain, une main puissante le tire loin de Bakeden. Jang Musin est arrivé, son expression dangereusement calme alors qu'il observe la scène. Son esprit s'assombrit,
se demandant s'il a interrompu un moment intime entre eux. Tenu par le col, Young-jae crie furieusement à Musin, lui demandant si cette lutte violente ressemble à une étreinte tendre. Ces paroles ne font que confirmer les pires suppositions de Musin sur ce qui vient de se passer. Imperturbable face à la colère de Young-jae, l'expression de Jang Musin se durcit. Il tord sans effort le bras de Young-ga, le faisant crier de douleur. Avant que quiconque puisse réagir, Musin assène un coup vif et punitif qui fait reculer Young-ga. Bak-tan crie pour qu'il s'arrête. Terrifiée, elle craint qu'il ne blesse gravement son ami. Musin se tourne vers elle, sa voix dépourvue d'émotion. Il lui rappelle froidement que puisque Young-ga n'était pas son petit ami, son bien-être ne devrait pas la préoccuper. Bak-tan regarde avec horreur, complètement stupéfaite par sa logique glaçante et demandant ce qu'il pouvait bien vouloir dire. Horrifié, Bakeden supplie Musin de ne pas faire quelque chose d'irréversible, lui disant qu'il ne peut pas simplement mettre fin à la vie d'une personne. Sa réponse est une question terriblement simple. Pourquoi pas? La froide logique la laisse complètement sans voix. Sans avertissement, Musin saisit Young-ga par le col, lui coupant le souffle. Il se penche en avant, disant à l'homme terrifié d'écouter attentivement alors qu'il revendique Bakeden comme sa propriété. Pour briser complètement Young-ga, Musin fait alors une déclaration profondément personnelle et possessive en affirmant être le premier à lui avoir fait découvrir la véritable intimité. Musin déclare froidement qu'à partir de maintenant, c'est lui qui guidera Bak-tan. Complètement abasourdie par ces mots possessifs, elle ne peut que le regarder avec incrédulité. Avec son poing fait, Musin pousse Yango, le faisant s'écraser au sol. Bak-tan, furieux de sa cruauté, crie à Musin pour son comportement épouvantable. Il se tourne vers elle, son expression impassible. Et lui demande s'il avait tort. Il lui rappelle franchement la nuit intime qu'ils ont partagée, la laissant sans voix. Musin sourit avec mépris, remettant cruellement en question la véritable nature de leur relation. Fatigué par ces paroles insensibles, Bakeden frappe Musin violemment au visage. Au lieu de se fâcher, Musin touche sa lèvre ensanglantée et lui donne un avertissement glaçant, admettant qu'il trouve ce genre de conflit excitant. Bakeden est horrifié, demandant s'il est fier d'être si tordu. Il confirme qu'il s'appelle un loup des égouts. Avant qu'elle ne puisse réagir, il l'attire soudainement, étouffant son choc avec un baiser exigeant. Il la domine complètement, prenant le contrôle de la situation volatile et la rendant incapable de résister à son avance. Cloué contre le mur, Bakeden est complètement piégé par le baiser de Musin. Il domine le moment, ses mains se déplaçant avec une confiance audacieuse et possessive. Submergé, Bak-tan est incapable de l'arrêter alors qu'il franchit une limite claire, affirmant son contrôle absolu sur la situation. Mais juste au moment où il semble avoir gagné leur intense bataille de volonté, son expression passe soudainement de l'arrogance à un choc pur. Le puissant directeur se fige, complètement déstabilisé par un développement inattendu, son contrôle brisé en un instant. Mais ensuite, dans un retournement de situation époustouflant, Bak-tan riposte. Avec un élan de défi, elle déchire la chemise de Misen, refusant d'être sa victime. Le lendemain matin, Bak-tan ne peut s'empêcher de sourire légèrement une fois qu'il est parti. La laissant seule, elle ouvre le téléphone, son expression se transformant rapidement en une confusion stupéfaite en voyant ce qui s'affiche à l'écran. Le bref bonheur de Bak-tan s'estompe alors qu'elle se gronde. Cette histoire avec Musin n'est qu'une simple aventure, et elle ne doit pas se faire d'illusions. Avec un profond soupir, elle regarde la photo d'eux sur le téléphone et, après un moment d'hésitation, la supprime définitivement. À ce moment-là, son ami Young-ga fait irruption dans le magasin, portant joyeusement des sacs de poulet à emporter. Ses amis le réprimandent immédiatement, lui demandant pourquoi il a acheté autant de nourriture alors qu'il devrait soutenir l'entreprise de Bakeden en commandant chez elle. Un client âgé remercie Bakeden pour avoir ouvert son magasin tôt juste pour le grand match de baseball, lui remettant un cadeau. L'endroit est joyeux, avec tous les hommes collés à l'écran de télévision. Soudain, la porte s'ouvre en grand avec un bruit assourdissant, brisant l'atmosphère animée. Jang Musin se tient dans l'embrasure de la porte, l'air complètement agacé. Il entre d'un pas décidé. Exige de savoir pourquoi elle n'est pas fermée. Tout le magasin tombe silencieux sous son regard intense.
Bakdon explique calmement qu'elle a ouvert à cause du jeu, mais l'expression de Muzan reste sombre. Ignorant de la pièce pleine de clients stupéfaits, Muzan demande calmement s'il peut avoir un repas. Une Bakdon déconcertée explique qu'elle ne sert que des collations, mais il commande quand même les udons. Avant qu'elle ne puisse réagir, il la pousse et entre dans son espace de vie privée derrière le magasin. Il sourit avec un air moqueur, lui disant qu'il n'y avait pas de siège dehors et qu'elle devait le servir à l'intérieur. Pendant que son manager distrait les autres clients, Bakeden regarde avec incrédulité. Quelques instants plus tard, Muzan loue sa délicieuse cuisine depuis le sol et elle lui dit avec colère de se dépêcher pour qu'il puisse partir. Énervé par sa présence, Bakeden essaie de le chasser de sa chambre privée, mais Muzan est plus rapide. Il lui saisit le poignet, la faisant perdre l'équilibre et tomber directement sur lui, coincé sous elle. Muzan lève les yeux avec un sourire confiant. Il l'appelle moqueusement patronne, puis déclare que puisqu'il est déjà à l'intérieur, il a une bien meilleure idée de ce qu'ils peuvent faire. Avec un regard audacieux dans les yeux, il rend ses intentions pour leur temps ensemble parfaitement claires, laissant Bakdin sans voix. Un Bakdin flou rétorque s'il est fou, lui rappelant les clients juste à l'extérieur. Imperturbable, Muzan répond que tout le monde regarde le match de baseball et que personne n'oserait les interrompre de toute façon. Bakdin essaie de refuser, insistant sur le fait que ce n'est pas le bon moment. Mais Muzan ignore sa protestation, la tirant vers lui pour la réduire au silence avec un baiser soudain et profond, rendant ses intentions parfaitement claires. La résistance de Bakdon s'estompe alors que Muzan la rapproche, mettant fin à leur affrontement. La scène passe ensuite au lendemain au siège du Harryhog Group. Muzan déambule avec assurance dans le bureau, fredonnant pour lui-même avec une expression incroyablement satisfaite. Son manager, Monsieur Yom, observe l'humeur joyeuse de son patron et fait remarquer que quelque chose de positif doit être arrivé. Avec un sourire complice, Mizan s'arrête et confirme que oui, quelque chose de très bien s'est produit, laissant son manager se demander la cause de sa nouvelle bonne humeur. Alors que Monsieur Young allume sa cigarette, Mizan se laisse aller à la réflexion à voix haute que les racines d'un voyou ne disparaissent pas simplement, même avec leur titre prestigieux. Il admet que malgré le fait de manger les meilleurs plats tous les jours, il est devenu complètement captivé par un simple bol d'udon. Perdu dans ses pensées, Mizan confesse à son manager qu'il ne peut pas s'empêcher d'y penser, même lorsqu'il est seul dans son penthouse. Il déclare ensuite calmement qu'ils doivent dégager quelques pierres de leur chemin. La scène change, révélant un homme ligoté à genoux sur des morceaux de verre dans une pièce sombre. Avec une cigarette à la main, Muzan déclare calmement que leurs affaires seront bientôt terminées. Il salue le captif agenouillé sur le sol, qui est clairement en détresse à cause de sa position inconfortable. Muzan affiche un sourire glacial, demandant avec moquerie si un accord a été conclu et s'excusant pour les méthodes ennuyeuses de son manager. L'homme essaie frénétiquement de renégocier. Mais Muzan rejette catégoriquement son offre. Se penchant en avant, Muzan le nargue, disant qu'il est trop tard et qu'il doit vouloir rester plus longtemps. Alors que les offres de l'homme diminuent, Muzan met fin à la négociation. Le captif craque enfin, offrant désespérément de tout céder pour un maigre 10%. Un sourire se dessine sur le visage de Muzan alors qu'il qualifie l'offre d'excellente. Il se lève et ajuste son costume, satisfait du résultat de leur réunion d'affaires. La négociation étant terminée, il déclare calmement qu'ils ont atteint un accord équitable. La scène se déplace vers le calme magasin du don de Bakeden à l'heure de fermeture. Alors que les derniers clients partent, elle pense à quelqu'un qui lui avait un jour dit que les violettes étaient sa fleur préférée. Elle se tourne vers son ami, Yunga, qui attend, et lui demande s'il est prêt à commander. En la regardant, Yunga voit le portrait craché de sa mère. Il se demande en silence qui est son vrai père, se remémorant un souvenir douloureux du jour où sa mère a insisté pour dire que l'enfant n'était pas le sien. Secouant le passé, il commande simplement un bol d'udon. Mais alors que Bakdun se tourne pour le préparer, il lui demande directement si elle sort avec cet étranger, Muzan. Déconcerté, Bakdun nie rapidement que leur relation soit sérieuse. Young-jae a dit qu'il est content de l'entendre, mais son regard sceptique laisse Bakdun complètement mal à l'aise. Young-jae poursuit son avertissement, révélant que Muzan est un courtier impliqué dans le projet de réaménagement local. Il dit à Bakdun de ne pas se laisser berner par le charme de Muzan.
prétendant qu'il est du genre à disparaître une fois un accord conclu. Il lui donne un dernier conseil franc, ce qui fait rougir son visage. Plus tard, assise seule, Bactan est tourmentée par les commérages. Elle essaie de se convaincre que sa connexion avec Musin n'était qu'un amusement sans lendemain, mais un souvenir vivace d'une nuit beaucoup plus intime ensemble prouve que ses sentiments vont bien plus loin qu'elle ne peut l'admettre. Bactan essaie de se convaincre qu'elle ne se soucie pas si Musin part. C'était juste pour s'amuser, pense-t-elle. Mais un souvenir vivace d'une nuit bien plus intime ensemble prouve qu'elle ne se manque à elle-même. Ses pensées sont brisées lorsqu'elle se réveille en sursaut en entendant quelqu'un appeler son patron. C'est Musin qui se tient juste là. Il remet en question. Pourquoi elle reste assise et tend un sac de course? Il lui dit que c'est le cadeau qu'il avait promis et qu'elle devrait l'ouvrir. Avant que la stupéfaite Bactan ne puisse comprendre quoi que ce soit, il suggère qu'ils entrent à l'intérieur. À l'intérieur, Musin se penche en avant, suggérant qu'il pourrait reprendre là où il s'était arrêté. Bactan le rejette immédiatement. L'avertissement concernant ses véritables intentions résonne dans son esprit, et elle le confronte. Elle lui demande s'il est là uniquement pour le projet de réaménagement, planifiant de raser toute la ruelle. Avec une froide réalisation, elle l'accuse de vouloir mettre tout le monde dehors pour des clopinettes, l'appelant formellement directeur Jung Mi-jin. Il remet son masque professionnel avec un sourire. Il l'informe froidement que le contrôle des nuisibles est standard avant de construire une nouvelle maison. Avec son masque corporate bien en place, Jung Mi-jin ajoute un compliment tordu. Bien sûr, les nuisibles avec lesquels il traite sont toujours comme elle. Baekjin est stupéfaite par ces paroles, se demandant ce qu'il pouvait bien vouloir dire. Avant qu'elle ne puisse comprendre son insulte, il la tire brusquement dans une étreinte serrée. Il se penche près d'elle, sa voix un murmure froid à son oreille. Il lui dit qu'ils ne devraient jamais se revoir, jamais. Bacdan est sans voix, complètement déconcerté par le rejet abrupt. Alors qu'il serre son épaule, il change complètement de ton. Il déclare qu'il n'est pas intéressé par son jeu de séduction et exige de savoir si sa résistance est sérieuse. Fatigué de ces jeux contradictoires, Bacdan lui gifle la main avec force. Elle se tient en silence défiant, refusant de s'engager davantage avec ces mots manipulateurs. Il déclare qu'il est sérieux, disant froidement à Bakeden qu'elle peut partir maintenant. Sans se retourner, Jung Mi-jin se tourne et s'éloigne, son poing se serrant fermement dans une frustration silencieuse. Le bruit de la porte qui claque résonne dans le couloir, laissant Bakeden seul dans le silence soudain. Une seule larme s'échappe et trace un chemin le long de sa joue. Malgré la douleur vive de son rejet, elle se dit tranquillement que tout va bien. De retour à la boutique Udon, Bakeden remarque un groupe d'hommes turbulents qui viennent depuis des jours. À l'heure de la fermeture, elle s'approche prudemment de leur table et leur demande de partir. Le leader esquisse un sourire narquois mais acquiesce, offrant un glaçant, à la prochaine, avant qu'ils ne sortent. Debout près de la porte, Bakeden entend l'un d'eux se plaindre. Il est frustré d'être venu préparer avec ses outils, mais que leur plan ait échoué encore une fois. Les mots troublants confirment ses craintes, la laissant pétrifiée par un sentiment d'angoisse. Les paroles désinvoltes de l'homme confirmaient ses pires craintes. Il a révélé qu'il avait entendu dire que Jung Mi-jin était impliqué avec elle et que ses ordres étaient de la saisir si leur plan tournait mal. La vérité horrifiante se met en place. Ils ne l'ont jamais poursuivie. Ils l'utilisaient juste pour l'atteindre. Une vague de panique l'envahit alors qu'elle cherche désespérément son téléphone pour l'avertir. Mais son cœur se serre. Dans sa détermination à le repousser, elle avait déjà supprimé son numéro. Elle essaie maintenant de se convaincre que c'est pour le mieux. À l'intérieur du siège du Heryo Construction Group, Monsieur Yang trouve son patron, Jung Mi-jin, caché derrière un livre. Le manager inquiet note que Mi-jin évite sa propre maison depuis des jours, ayant l'air complètement ébouriffé. Il suppose que le comportement étrange est dû à une autre femme. Agacé par la question, Mi-jin ferme son livre et le nie. Il prétend qu'il se défoulait simplement. En réalité, il a canalisé toute sa frustration refoulée dans des entraînements intenses et épuisants, poussant son corps à la limite absolue. S'appuyant contre son fauteuil, Mi-jin admet que peu importe ce qu'il fait, il ne peut vraiment se détendre. Mais son manager, Monsieur Yang, l'interrompt avec un avertissement. Mi-jin doit faire attention.
Il lui rappelle la grave confrontation qu'il a eue avec le chef du gang Biko quelques jours auparavant. Depuis cet incident, des voyous à gages ont été aperçus en train de fouiner dans le quartier. La nouvelle rend immédiatement Musin sérieux. Sa posture détendue disparaît et un regard sombre et calculateur prend le dessus alors qu'il considère cette nouvelle menace. Alors que le magasin du don de Baekhyun se vide pour la nuit, elle fait ses adieux à ses clients. Sa cliente habituelle, Sharon Yoni, traîne derrière. Elle demande tranquillement si Baekhyun sortait avec cette étrangère, Musin. La question dérange visiblement Baekhyun, qui la nie rapidement et déclare fermement qu'il ne reviendra pas. Surprise, Sharon partage une nouvelle inattendue. Elle révèle que Musin a visité systématiquement chaque boutique de la ruelle. Il n'a pas cherché de compagnie. Il boit juste beaucoup tout seul et s'en va. Bakeden reste figé, complètement abasourdi par cette révélation. Sharon Yuni explique qu'elle pensait simplement que Bakeden devait être au courant du comportement de Musin. En gardant son calme, Bakeden la remercie et affirme que tout ce que Musin fait ne la concerne pas. Prenant ses paroles au pied de la lettre, une Sharon soulagée quitte enfin la boutique. Seule avec ses pensées, la contenance de Bakeden s'effondre. Alors qu'elle sert un autre client, son esprit se remplit d'une supposition douloureuse. Elle imagine que puisque Musin en a fini avec elle, il est déjà passé à autre chose, trouvant facilement de nouvelles compagnies parmi les autres femmes du quartier des divertissements. Bakeden essaie de se convaincre qu'elle est juste agacée par Musin, mais sous la frustration, elle admet la vérité. Elle est inquiète. Se demandant pourquoi un homme avec son argent erre dans son quartier, elle prend une décision impulsive. Elle retourne la pancarte de son magasin à fermer et s'élance dans la nuit, laissant Yoonga perplexe derrière elle. Elle court à travers les ruelles brumeuses, cherchant frénétiquement le moindre signe de Musin. S'arrêtant pour reprendre son souffle, elle regarde son propre comportement frénétique et conclut qu'elle doit être folle. 2. Réaliser qu'elle courait dans le vide, Bakeden s'est arrêtée. Elle n'avait aucune idée de la boutique où Musin pourrait être. Ses yeux se posèrent alors sur une enseigne familière, l'établissement où travaillait Sharon Yuni. Voyant cela comme sa seule piste, Bakeden décida qu'elle devait entrer et demander. Elle prit une respiration et poussa prudemment la porte, jetant un coup d'œil à l'intérieur. Avant que ses yeux ne s'ajustent, un bras puissant la saisit par derrière, la tirant en arrière avec force. Elle trébucha et tomba, levant les yeux avec choc pour voir qu'il avait juste attaqué. La silhouette qu'il avait attaquée n'était autre que Jang Musin. Bakeden recule, levant les yeux avec choc alors qu'il se penche sur elle. Avec une expression froide, il déclare que son restaurant est fermé. Pris au dépourvu et complètement acculé, Bakeden crie son nom, exigeant de savoir de quoi il parle. Ignorant ses tentatives frénétiques de parler, le regard de Musin se pose sur ses vêtements simples avec un sourire condescendant. Il la rejette complètement, lui demandant froidement si elle croit vraiment que quelqu'un paierait pour ses services alors qu'elle est si mal habillée. L'insulte le touche, mais la peur de Bakeden se transforme rapidement en défi. Elle le regarde droit dans les yeux, rétorquant qu'il le ferait. N'est-ce pas ? Après tout, elle lui rappelle qu'il était très intéressé la première fois qu'ils se sont rencontrés et qu'elle avait exactement le même aspect, sinon pire, à l'époque. Déconcertée, Musin sourit, admettant qu'elle est douée à ce jeu. Il souligne l'ironie. Il lui a dit de rester à l'écart, pourtant il ou elle était pratiquement en train de mendier son attention. Acceptant son défi, il accepte ses conditions. Bakeden demande audacieusement s'il paiera par carte ou en espèces avant de suggérer d'aller chez lui. Cependant, elle est surprise lorsqu'ils arrivent dans un simple studio. Musin ricane, déclarant qu'il ne resterait jamais dans un hôtel dirigé par des voyous locaux et demandant si elle pense vraiment qu'il est si stupide. Musin se moque en disant qu'elle est la dernière à parler de danger et tire soudainement sur sa chemise. Bakeden crie, exigeant de savoir ce qu'il fait. Il l'ignore, se penchant près de son épaule et remarquant qu'elle sent les rues de la ville. Il lui demande alors si elle s'inquiétait pour lui, révélant qu'il avait vu des hommes étranges la chercher. La saisissant à nouveau, Musin demande agressivement pourquoi elle a quitté sa boutique et si elle avait vraiment l'intention de proposer sa compagnie contre de l'argent. Furieuse, Bakeden rétorque qu'il n'a pas le droit de juger.
criant qu'elle a entendu dire qu'il visitait toutes les tavernes du quartier. Le regardant droit dans les yeux, Bakeden lui demande s'il est jaloux. Elle le regrette immédiatement, se demandant ce qui ne va pas chez elle alors que tout est censé être fini. Frustrée, elle le repousse. Il lui demande pourquoi elle le pousse, mais elle le coupe, déclarant qu'il n'est qu'un client de plus pour les autres dames du quartier. Elle dit qu'elle est venue juste pour lui donner un avertissement, et maintenant elle s'en va. Alors que Bakeden essaie de réparer ses vêtements déchirés, Musin sourit en coin. Kooli demandant si elle a vraiment l'intention de sortir comme ça. Bakeden sourit, qualifiant son état négligé de publicité gratuite. Elle le taquine, mentionnant que les dames du quartier lui ont dit qu'elle pourrait gagner une fortune chaque mois si elle vendait vraiment sa compagnie. Le calme de Musen se brise. En un mouvement rapide, il soulève une Bakeden choquée sur son épaule. Ignorant ses protestations, il la porte dans une chambre et la jette sur le lit. Elle exige de savoir ce qu'il fait, mais il la maintient au sol. Sa présence écrasante la réduit au silence complet. Sa défiance s'évapore, remplacée par un choc aux yeux écarquillés. Cloué sous lui, Baktan lutte un instant avant que Musin ne lui dise de rester immobile. Il dit qu'il a besoin de réfléchir à ce qui se passe entre eux. Il pose ensuite sa tête sur sa poitrine, son oreille pressée juste au-dessus de son cœur. Ça bat furieusement. Il demande pourquoi ça s'emballe, en se moquant gentiment de savoir si elle l'aime. Complètement déconcerté, Baktan insiste que c'est seulement parce qu'il l'a surprise. En entendant cela, Musin répond calmement que cela devrait se calmer bientôt, laissant clairement entendre qu'il n'a aucune intention de bouger d'un pouce. Allongé sous lui, Bakeden essaie de le provoquer à nouveau. Elle l'accuse de la voir comme une conquête facile, suggérant que sa colère n'est que la peur de la perdre au profit d'autres hommes. Musin n'est pas dupe de son numéro de dupe. Il dénonce sa bravade feinte, décidant qu'il n'y a qu'une seule façon de mettre fin à leur dispute. Il se penche et fait taire efficacement ses mots défiants avec les siens. Mais juste au moment où leur intense confrontation atteint un tournant, la vibration d'un téléphone brise soudainement le silence dans la pièce. Invisible depuis la rue en contrebas, un homme au téléphone confirme que Musin et la femme sont entrés ensemble. À l'autre bout du fil, un homme d'affaires rival bouillonne, déclarant que l'arrogant Musin cherche des ennuis. Il donne le feu vert à son homme, lui disant de préparer le paiement. Avec un sourire sinistre, l'espion accepte de se préparer pour le travail à l'intérieur. Musin et Bakeden sont complètement inconscients de la menace. Leur intense dispute a été réduite au silence, remplacée par une connexion bien plus profonde alors qu'ils restent enlacés. Le lendemain matin chez Musin, Bakeden est stupéfait de découvrir qu'il a préparé un petit déjeuner impressionnant. Elle a du mal à croire qu'il a tout fait lui-même, mais il le confirme fièrement. Impressionnée par le goût, elle lui demande comment il est devenu si bon en cuisine. Musin explique qu'il a appris en vivant seul pendant ses études universitaires. La révélation qu'il a fait des études universitaires laisse Bakeden sans voix. Amusé par son choc, Musin se vante de ne pas être qu'un joli visage. Il ajoute avec suffisance que leurs futurs enfants auront de la chance avec son apparence et son intelligence. Musin mentionne tranquillement que son père ne cesse de lui reprocher de ne pas ramener quelqu'un à la maison, bien qu'il admette qu'il a d'abord une situation compliquée à gérer. Mais Bakeden est toujours complètement obsédée par le fait qu'il soit allé à l'université. Elle explique que pour les gens de son monde, c'est un rêve impossible dont elle n'a jamais cessé de rêver. En entendant cela, Musin lui dit simplement qu'elle devrait aller voir par elle-même. Quand elle doute de ses propres capacités, il sourit. Il révèle qu'il a vu ses anciens cahiers et sait qu'elle étudie. Avec une confiance inébranlable, il lui dit qu'elle a définitivement ce qu'il faut. L'encouragement simple de Musin résonne profondément et son cœur commence à battre la chamade. Elle se remémore toutes les voix qui essaient de la rabaisser. Les mots cruels de Sharon Yuni résonnent dans son esprit, la narguant qu'elle ne s'échapperait jamais de sa vie à vendre des hudons bon marché. Et finirait comme sa mère. Baktan se souvient de ses propres doutes, se demandant ce que quelqu'un comme elle pourrait accomplir à l'université. Mais sa foi change tout. Alors qu'elle marche dans la rue, une puissante réalisation l'envahit. Pour la toute première fois, quelqu'un croit réellement en son potentiel. Avant qu'elle ne parte, Missen lui dit de passer après son service, scellant ses paroles par un doux baiser. Sa foi en elle change tout.
Alors que Bacton marche dans les rues, le monde semble plus coloré et plein de possibilités. Remplie d'une nouvelle détermination, elle décide qu'elle postulera à l'université cette année, quoi qu'il arrive. Soudain, son amie Sharon Uni court vers elle, l'air terrifiée. Elle attrape Bakeden, son visage pâle alors qu'elle implore désespérément de l'aide, disant qu'elle a besoin qu'elle vienne avec elle tout de suite. Bakeden acquiesce, demandant ce qui se passe pendant que Sharon l'entraîne frénétiquement. Elle conduit Bakeden dans une ruelle déserte, ignorant ses questions inquiètes. Alors qu'un sentiment de terreur s'installe, un homme apparaît soudainement. Il se jette en avant, appuyant fermement un tissu sur la bouche de Bactan. Son monde devient noir avant qu'elle puisse même crier. Plus tard, dans une pièce sombre, Sharon confronte l'homme, horrifié de le voir avoir attaché Bactan. Il la réduit au silence de manière brutale, lui avertissant de se taire si elle veut que Yanga vive. Défaite, Sharon ne peut que s'excuser auprès de son amie inconsciente. Bactan reprend lentement conscience, sa vision floue, et sa tête qui lui fait mal. Elle se retrouve fermement attachée à une chaise dans ce qui semble être un entrepôt abandonné. L'espace froid et vide lui donne des frissons dans le dos. La panique envahit ses sens alors qu'elle reconstitue ce qui s'est passé. Le visage amical de son université surgit dans son esprit, remplacé par la terrifiante réalisation de la trahison. Poussée par une volonté désespérée de survivre, elle commence à lutter violemment contre les cordes. La chaise cliquette et gratte le sol en béton alors qu'elle lutte pour desserrer ses liens, ne serait-ce qu'un peu. Le bruit d'une porte qui s'ouvre rompt le silence. Un homme entre dans l'entrepôt, remarquant que Bakeden est enfin consciente. Il s'approche avec un sourire cruel, confirmant qu'elle est la femme impliquée avec Jang Musin. Lui saisissant le menton, il la force à le regarder. Dans ce moment terrifiant, la vérité frappe Bakeden. Elle est un appât. Son ravisseur se moque en disant qu'elle ne vaut pas les ennuis que Musin cause à cause d'elle. Puis, dans une démonstration dégoûtante de domination, il fait un geste grossier pour l'humilier, la laissant figée dans l'horreur et la terreur. Le kidnappeur sort son téléphone, taquinant Bakeden de sourire pour la caméra. Elle le supplie faiblement d'arrêter, mais il répond à sa supplication par une gifle violente sur son visage. Il ricane, commentant cruellement que la douloureuse marque rouge sur sa joue la rend en fait plus jolie. Lui forçant la tête à se relever, il se penche en avant et prend une photo d'eux ensemble. L'homme sourit triomphalement à l'écran, qui affiche maintenant l'image horrifiante d'un Bactan meurtri et terrifié, l'appât parfait à envoyer à Jang Mijin. Il est assis en face d'un homme d'affaires senior lors d'un somptueux dîner privé. Mijin remercie l'homme d'avoir accepté sa proposition, son ton lisse et confiant. Il présente ensuite une boîte noire élégante, la qualifiant de petit symbole de sa gratitude. L'homme plus âgé regarde alors que Mijin l'ouvre, révélant des liasses de billets. Un rire satisfait échappe à l'homme, qui qualifie Musin de poli. Avec l'accord bonifié, Musin se prépare à poursuivre la conversation, un air complice sur le visage. Un cadre évoque le projet de dégager l'allée pour un nouveau centre commercial. Bien que Musin lui assure qu'il s'en occupera, l'homme se plaint que les habitants sont difficiles. Il suggère de faire venir quelqu'un de leur côté pour apaiser les choses, révélant qu'il a déjà organisé une réunion. Musin acquiesce poliment, bien qu'il bouillonne intérieurement, reconnaissant qu'il a affaire à un opérateur rusé. Un homme nommé Park Pilsin entre, et les deux sont présentés. Musin arbore un sourire professionnel, prêt à jouer le jeu avec ce nouvel associé inattendu. Pendant la réunion, Park Pilsin se comporte de manière inappropriée avec sa compagne, à l'horreur silencieuse de Jang Musin. Musin sirote froidement sa boisson, se demandant si l'homme aime avoir un public pour son exhibition grossière. Soudain, son téléphone vibre, interrompant ses pensées. Il jette un coup d'œil à l'écran, et son sang se glace. C'est une photo de Bactan, ligoté et en grave danger. Le message est un ultimatum glaçant. Arrivé seul dans 30 minutes où ils menaceront de ruiner complètement sa vie et de l'exposer au monde. Une sombre fureur s'installe sur le visage de Musin. La voiture de Musin file sur la route avant de s'arrêter brusquement. Son manager, Monsieur Yang, a bloqué le chemin avec son propre véhicule, suppliant Musin de ne pas entrer dans le piège seul. Furieux à cause du retard, Musin attrape Monsieur Yang par le col et lui dit de se rappeler de sa position.
Mais le manager ne recule pas. Il soutient que c'est son travail, puis dit franchement que la fille du magasin du don ne vaut pas le risque. Il dit à Musin qu'il est temps de passer à autre chose, ajoutant qu'il ne va pas s'occuper d'elle pour toujours. À l'intérieur d'un entrepôt sale, Bakdin est attaché à une chaise, montrant des signes d'une rencontre brutale. Ses ravisseurs commencent à s'impatienter. 1 heure s'est écoulée et Musin ne s'est pas présenté. Il conclut que leurs informations étaient fausses, qu'elles ne signifient rien pour lui. Le leader demande s'il y a jamais eu quelque chose entre eux. Bakton répond tranquillement qu'il est évident qu'il ne vient pas pour elle. Changeant d'approche, l'homme la choque en lui demandant si elle est la fille de Park Pilsin. Il révèle le secret de la ville. Tout le monde savait pour la liaison de sa mère avec lui. Le ravisseur exige une preuve qu'elle est la fille de Park Pilsin. Malgré ses blessures, Bakton déclare avec défi qu'elle est la fille de sa mère et de personne d'autre. Agacé, l'homme se moque d'elle pour avoir été abandonnée à la fois par son père et par son petit ami, qualifiant sa vie de perte de temps. Il jette une cigarette et dit à un subordonné d'essayer de menacer Park Pilsin ensuite. Si ça ne marche pas, il sourit en coin. Ils lui trouveront une autre utilité. Le sbire ne cesse de harceler Bakeden à propos de son sort misérable alors qu'elle est assise là, piégée dans le silence. Même en étant attachée, Bakeden refusait de céder, rétorquant que sa vie ne pouvait pas être pire que la sienne, pathétique. Furieux, le malfrat lui tira violemment la tête en arrière. Se penchant de près, il menaça de lui donner un aperçu du sombre avenir qui l'attendait. D'un mouvement soudain et agressif, il déchira ses vêtements, la laissant exposée et vulnérable. Juste au moment où les menaces du captif atteignent leur paroxysme, un poing s'écrase sur son visage avec une force brutale. Jang Mijin est arrivé. Le sbire est projeté en l'air, s'écrasant violemment sur le sol en béton. Stupéfait et à peine capable de comprendre ce qui se passe, Bakdun murmure son nom avec incrédulité. Musen se tient au-dessus de l'homme à terre, le dos tourné à elle, tandis que son manager lui demande si ça va. Il confirme tranquillement qu'il va bien, mais ses poings serrés et la pure fureur sur son visage révèlent un homme qui n'est pas du tout bien. Musen ignore l'homme au sol et se dirige immédiatement vers Bakton. Mais son ravisseur se contente de rire, se vantant qu'il est vraiment tombé dans le piège. Au signal, une porte s'ouvre en grand et une foule d'hommes armés envahit la pièce. Leur chef s'avance, accueillant Musen dans ses derniers instants. Complètement imperturbable, Musin se lève avec un sourire en coin, se demandant s'il pense vraiment que les chiffres leur donneront un avantage. Enragés, les voyous se précipitent sur lui, les armes levées. Baktan crie de terreur alors que le chaos éclate autour de l'homme qui est venu la sauver. Juste au moment où le combat commence, toute la pièce est plongée dans l'obscurité. Les voyous crient de confusion, se demandant ce qui est arrivé aux lumières. La panique éclate alors que des impacts lourds et des cris de douleur résonnent dans l'obscurité totale. Les hommes armés frappent à l'aveugle, s'atteignant accidentellement dans le chaos. Ils se demandent si Musin a amené des renforts, refusant de croire qu'il est venu seul. Quand les lumières se rallument enfin, la scène est transformée. Jang Musin reste intact, essuyant calmement son visage. Chacun des ravisseurs est étendu sur le sol, complètement vaincu. Avec le danger neutralisé, Jang Musin se dépêche de délier les mains de Bakton. Encore secouée, elle ne peut que murmurer son nom. Il la prend immédiatement dans une étreinte ferme, s'excusant de ne pas être arrivé plus tôt. Submergé par le soulagement, Bigden finit par craquer, sanglotant dans sa poitrine. Après un moment, le ton de Musin change. Il la tient à bout de bras et lui dit que c'est sa dernière chance de s'éloigner de lui. Il lui rappelle son rêve d'aller à l'université, un avenir paisible qui n'a rien à voir avec le monde violent qu'il habite. Musin explique froidement que ce monde violent est sa réalité. Confus par son ultimatum, Bakeden demande pourquoi il dit tout cela maintenant. Il lui dit que si elle ne part pas sur le champ, il ne la laissera jamais partir. Ils prévoient de passer le reste de leur vie ensemble et même d'avoir un enfant. Il déclare qu'il serait fou de laisser partir quelque chose d'aussi précieux. Avant qu'elle ne puisse comprendre ces mots, il lui présente une bague. Dans un retournement de situation époustouflant, il lui demande de confirmer son achat, une demande en mariage. Bakeden le fixe, complètement sans voix.
À travers des larmes de joie, Bakeden accepte sa proposition. Avec un oui sincère. Musin scelle leur promesse en glissant une bague brillante à son doigt. Plus tard, un coup résonne à leur porte. C'est Sharon Yuni, l'air complètement désemparée. Entourée par les conséquences de la confrontation, elle s'effondre et avoue qu'elle est celle qui a trahi Bakeden. Mais Musin révèle un rebondissement. C'est Sharon qui l'a finalement conduit à la rescousse. Bakeden, comprenant tout, remercie simplement son ami d'être revenu, offrant le pardon dont Sharon avait tant besoin. Alors que Musin conduit un Bactan encore tremblant, ses hommes l'accueillent avec une acclamation bruyante. Son manager, M. Yang, confirme que la situation est sous contrôle, mais Musin fait clairement comprendre que la sécurité de Bactan était sa seule priorité. Il rejette tout regret, affirmant qu'il ne mettrait jamais sa fille en danger. Il ordonne d'abord à son manager de l'emmener dans une nouvelle planque, mais la première pensée de Bactan est son magasin du don. Amusé par son dévouement, Musin s'adoucit. Il dit simplement à M. Yang d'emmener sa nouvelle fiancée où elle veut aller. Musin attrape son manager par le col, irrité par la suggestion d'une planque. Il fait la leçon à M. Yang, lui disant que cette mentalité prudente est précisément la raison pour laquelle il n'a jamais été promu. Jouer la sécurité ne vous apporte que des restes dans la vie. Musin, cependant, est d'un autre genre. Il déclare qu'il prend exactement ce qu'il veut, peu importe le danger. Comprenant la détermination inébranlable de son patron, l'attitude de M. Yang change complètement. Il se tourne vers Bakeden avec une profonde révérence respectueuse et lui propose de la conduire où elle le souhaite. De retour à sa boutique de dons, un homme inquiet nommé M. Park fait irruption. Il se précipite vers Bakeden, lui demandant si elle va bien. Il a entendu parler de l'épreuve par Sharon Yuni et se demande avec colère si le président Yao était responsable de ses blessures visibles. La question déclenche un bref souvenir sombre de sa capture, lorsque ses ravisseurs ont révélé qu'ils savaient qui était son père. Écartant cette pensée, Bakeden force un sourire, l'assurant qu'elle va bien. Puis, dans un moment décisif, elle l'appelle enfin Minkle, un titre qu'elle avait refusé d'utiliser des années auparavant. Monsieur Park, visiblement ému, révèle qu'il a découvert les dettes cachées du magasin et les a remboursées discrètement. Il s'excuse de ne pas avoir aidé plus tôt, sachant qu'elle a traversé tant de choses toute seule. Visiblement touchée, Bakeden le remercie pour sa gentillesse. Elle explique qu'elle est restée si longtemps uniquement parce que la boutique renfermait tous les souvenirs de sa mère. Comprenant ses raisons, il demande si cela signifie qu'elle part enfin. Bakeden sourit et confirme, en disant que c'était un rêve qu'elle avait partagé avec sa mère. Pour un dernier au revoir, elle lui propose de lui préparer le meilleur bol de udon qu'il ait jamais goûté. Alors que Bakeden sort, une voiture élégante s'arrête. Le manager de Musin, M. Yang, sort de la voiture et lui tend un tout nouveau téléphone. Confuse, elle le prend juste au moment où il commence à sonner. L'écran s'illumine avec le nom Mon amour Jang Musin, la faisant rougir profondément. En répondant à l'appel, elle entend la voix de Musin. Il la gronde doucement pour avoir travaillé alors qu'elle est encore blessée, puis lui demande si elle se sent mieux. Avec un sourire éclatant, elle confirme que oui. Il lui dit ensuite qu'il y a un endroit où il veut qu'elle vienne tout de suite. Bakeden arrive pour trouver Musin se détendant seul dans un bain spacieux et privé. Il sourit, l'invitant à entrer. Déconcertée, elle lui rappelle que c'est la section des hommes, mais il lui demande simplement pourquoi elle est encore habillée. Avant qu'elle ne puisse répondre correctement, il la tire rapidement vers l'avant, la faisant s'écraser dans l'eau. Trempée et haletante, elle se retrouve fermement tenue dans ses bras. Il balaie son choc d'un revers de main, murmurant que ses vêtements n'étaient qu'un inconvénient temporaire, rendant ses intentions pour leur réunion parfaitement claires. Les bruits des machines lourdes remplissent l'air alors que Bakeden se tient devant un site de démolition. Jang Musin, sa main reposant sur son épaule, lui demande si elle est certaine de vouloir être ici pour cela. Elle admet que, bien qu'elle ait imaginé ce moment depuis longtemps, la réalité lui semble étrange. Repérant ses amis du quartier à proximité, elle s'approche d'eux et annonce qu'elle déménage. Remplie d'inquiétude, elle demande si elle part vraiment avec un homme comme Musin. Avec un sourire confiant, Bakeden les assure qu'elle ira bien, en déclarant que quoi qu'il arrive, elle ne reviendra jamais.
Ses amis partagent que Sharon a également quitté le district avec Yanga, serrant Bakeden dans une étreinte chaleureuse. Et promettant de se revoir. Quand Musin lui demande si elle est prête, Bactan se tourne vers lui avec un sourire confiant, confirmant qu'elle avait dit ses adieux. Alors que la démolition commence, elle fait un adieu silencieux à sa mère, fermant ce chapitre pour de bon. Plus tard dans la nuit, dans une nouvelle maison paisible, Bactan est concentré sur ses études. L'interruption est Jang Musin, appelant tendrement Bactan sa princesse et lui disant de faire une pause. À sa grande surprise, il dévoile un magnifique gâteau qu'il a acheté dans une célèbre pâtisserie. Inquiète de travailler trop dur, Bacdan prend une bouchée avec plaisir et confirme que c'est délicieux. Elle lui demande s'il en veut et il admet qu'il n'est pas très friand de sucreries mais qu'il est prêt à essayer. Alors qu'elle lui offre un morceau avec sa fourchette, Misen se penche en avant, son attention clairement portée sur plus que le gâteau. Au lieu de prendre le gâteau, Misen se penche et nettoie lui-même une tache de crème sur le visage de Bacdan, la qualifiant de délicieuse, complètement déconcertée. Elle demande pourquoi il ferait cela avec un sourire sournois. Il dit simplement que c'est parce que ce serait meilleur. Après une brève pause, Baekjin repose sa fourchette et s'essuie les lèvres. Voyant sa réaction, Musin incline doucement son menton vers le haut, la rapprochant de lui. Sans attendre de réponse, Jang Musin réduit la distance, capturant ses lèvres dans un baiser profond et dévorant. Baekjin est complètement submergé par l'intensité soudaine. Après un long moment, il se recule juste assez pour la regarder, disant doucement que c'est bien, l'appelant sa douce Baekjin. Essoufflée et rouge de confusion, tout ce qu'elle peut faire, c'est demander plus. Juste au moment où les choses s'intensifient entre eux, Bakeden et Musin se figent. Ils ont été attrapés. Devant eux se tient un homme imposant que Bakeden reconnaît immédiatement comme étant le père de Musin. Une scène horriblement maladroite s'ensuit, avec le jeune couple assis rigidement sur le canapé en face du président. Il demande pourquoi Musin ne l'a jamais présenté, visiblement agacé. Musin balbutie qu'il allait le faire mais qu'il a été préoccupé. Impressionné, son père le fixe du regard. Et le traite froidement de petit morveux, laissant Bakeden complètement mortifié par cette première impression désastreuse. À la surprise générale, le ton du président s'adoucit. Il admet qu'étant donné la personnalité agaçante de Musin, il avait renoncé à jamais à avoir une belle-fille. Voir son fils si complètement amoureux est un soulagement. Il regarde ensuite directement Bakeden, lui demandant si elle serait prête à passer sa vie avec son fils insensé. Avant qu'elle puisse comprendre cela, il ajoute qu'il veut organiser un mariage immédiatement. La proposition soudaine laisse Bakeden rouge de confusion et sans voix, balbutiant que Musen n'avait jamais mentionné le mariage, laissant les deux hommes complètement abasourdis par ce retournement de situation. Musen s'effondre de pure frustration, criant que le coup de son père a complètement ruiné ses plans. Il explique à un Bakeden perplexe qu'il avait l'intention de faire sa demande dans un endroit spécial, pas de manière chaotique sur le canapé du salon. Soudain, son ton devient complètement sérieux. Il s'agenouille devant elle, la regarde droit dans les yeux, et lui avoue son amour. Ouvrant une petite boîte pour révéler une bague éblouissante, il lui demande de l'épouser. Complètement submergée et rougissante, Bakeden se couvre la bouche de choc tandis que le père de Musin observe avec un sourire satisfait. Musin essaie de sauver la situation, exhortant Bakeden à ignorer la présence chaotique de son père. Le président, offensé, lève sa canne, menaçant d'apprendre à son fils les bonnes manières. Avant qu'il ne puisse, Bakeden se précipite devant Musin, acceptant avec ferveur la proposition de mariage. Elle déclare que Musin est maintenant son homme, et que personne n'est autorisé à lui faire du mal. Triomphant, Musin dit à son père de partir. La scène se déplace vers un cadre beaucoup plus intime, où il avoue son amour une dernière fois. Bacton répond en larmes, scellant ainsi leur nouveau départ ensemble. Sur le campus universitaire, qu'elle n'avait fait qu'imaginer, un ami appelle Bacton. Son nouveau camarade de classe lui demande où elle se précipite, en devinant avec malice qu'elle a un rendez-vous. Bacton sourit, confirmant ses projets. En s'éloignant, elle réfléchit à son parcours. Elle a enfin échappé à cette vie difficile, s'est fait des amis et a trouvé quelqu'un qu'elle aime de tout son cœur. Plus important encore, cette personne l'aime plus que quiconque. De l'autre côté de la rue, Jang Mijin l'attend,
et Baekhyun réalise qu'elle est enfin, sincèrement heureuse. C'est la fin de cette vidéo, n'oublie surtout pas de t'abonner, liker, commenter, partager. Et booster la vidéo en cliquant sur le bouton booster. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.